Moi, une question très simple. En fait, je voudrais savoir, parce que vous avez pas pris le temps pour présenter un peu les outils. Enfin, je voudrais savoir par exemple le nom de l'outil que vous avez utilisé, la version, comment ça se passe. JavaCaps, le nom du produit, 5.1 qui vient de sortir. Alors il y a une petite particularité, c'est que ça vous a été expliqué, je pense, et je ne vais pas revenir là-dessus. Pour l'instant, JavaCaps c'est pas téléchargeable comme tous les autres produits. Il y a certains produits qui sont comme ça aussi dans la gestion d'identité. Ça le sera dans les 3 mois à venir. On a été racheté par Sun en août dernier, donc on est complètement dans la même logique, dans les mêmes programmes. On a été sur les mêmes standards, on utilisait du J2E, ainsi de suite. Simplement, le temps de mettre la disposition en download avec les mêmes programmes qui existent pour toutes les autres solutions prend un peu de temps et ça se met dans les 3 mois à venir. Donc le nom du produit, c'est JavaCaps. Merci. Là, vous nous avez présenté une description d'architecture qui est quand même assez proche du physique, puisqu'on a des fichiers XML avec des descriptions d'objets, des URL, etc. Mais quel est le lien entre la description qu'on voit là et l'architecture qui est déployée sur les serveurs? Alors, tout simplement, je vais vous montrer ça derrière. Je ne pouvais tout simplement pas tout couvrir, mais votre question est tout à fait valide. En fait, ce qui se passe, c'est quand je veux déployer mes composants, je vais essayer de prendre un autre exemple que je dois avoir dans un autre projet. Vous avez une dissociation complète entre ce qui est développé. Je vais essayer d'effacer celui-là pour vous montrer le principe. C'est l'interface. Je suis en train tout simplement d'effacer un profil de déploiement sur un projet que j'ai d'existant par ailleurs. Pour vous montrer qu'il y a deux choses dans ce repository, dans ce référentiel de la solution. Il y a le repository d'arborescence des projets, c'est une chose. Et de l'autre côté, vous avez une arborescence des environnements d'exécution. Dans l'arborescence des environnements d'exécution, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver pour chacun des systèmes, la description, le nom de l'instance à la base, l'adresse IP, les ports, tout ça en fonction du système que vous utilisez. Dans les systèmes externes qui sont décrits ici, vous allez trouver par exemple pour les web services, serveurs, vous allez trouver l'adresse IP, potentiellement vous allez trouver la méthode d'authentification ou de sécurisation d'accès au web service. Est-ce que c'est SML, est-ce que c'est des tokens, est-ce que c'est de la simple authentification? Et puis vous allez trouver effectivement aussi l'adresse IP du moteur J2E ou des moteurs J2E, puisque la solution peut être distribuable. Donc, les environnements d'un côté, les projets de l'autre. Dans les projets, je n'ai pas d'adresse IP, pas de nom d'instance, rien qui touche à l'organisation physique. La seule chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est j'ai donné des paramètres de connexion d'un système pour aller lire la sémantique plus les opérations disponibles. Et quand je veux passer d'un monde à l'autre, qu'est-ce que je fais? Je crée un profil de déploiement. Et là, si vous me suivez, sur le profil de déploiement, je sélectionne l'environnement d'exécution, l'environnement vers lequel, j'en ai 3 ici, l'environnement vers lequel je vais aller déployer. En sélectionnant ces environnements, c'est ça qui va me permettre d'aller déployer les composants sur chacune des machines entre guillemets plus physiques, et c'est ça qui va faire que quand je vais créer mon déploiement, quand je vais générer mon package ER avec mes déploiements de descripteurs, tout va être généré en fonction des moteurs d'exécution sur lesquels je vais aller tourner. Donc là, je prends cet exemple-là. Donc, je fais un profil de déploiement et qu'est-ce que je vois? J'ai une fenêtre où j'ai deux côtés. J'ai d'une part à gauche tous les composants qui ont été générés qui vont être à déployer. Parce que je peux avoir éventuellement plusieurs moteurs d'exécution. Alors, excusez-moi, j'ai un environnement où il y a un peu beaucoup de choses. Première chose, là, j'ai ce qui touche au moteur d'exécution. Ensuite, j'ai des choses qui touchent aux différentes applications, aux différents systèmes qui vont être connectés. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du drag and drop, par exemple, de chaque composant à un, quand je veux distribuer, par exemple, des composants sur plusieurs moteurs d'exécution. Ça, c'est une possibilité. Ou comme les composants, entre guillemets, sont typés par rapport aux applications et aux éléments de la utilité que j'ai, je sais aussi faire de l'auto-association, l'auto-assignation, sauf quand j'ai effectivement plusieurs systèmes. En l'occurrence, j'ai plusieurs bases Oracle ici.
Donc je dois le faire manuellement. Donc là, j'ai positionné mes composants qui ont été définis dans l'orchestration de tout à l'heure par rapport au système vers lequel ils vont les déployer. Ça ne veut pas dire que je vais aller déployer des composants sur mon serveur de base de données Oracle. Ça veut juste dire que quand je vais générer mon package ER, je vais prendre les bons jars qui vont bien par rapport à mon connecteur de base Oracle, si j'avais des transactions CICS, ainsi de suite. Donc je vais embarquer dans mon déploiement tous les composants nécessaires à connecter les différents systèmes. Donc ça, c'est le profil de déploiement. Et ensuite, j'active. Et quand j'active, c'est ça qui génère un package ER. Donc là, je suis toujours sur ma plateforme. Et la deuxième phase de l'activation, c'est que ce package ER va être déployé sur un serveur d'application classique. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que les services qui sont déployés sont des services qui vont être consommés par des partenaires business? Donc, par exemple, je vais envoyer une commande et mon fournisseur va m'envoyer peut-être plus tard une facture. Donc, est-ce que je peux envoyer à mon partenaire quelque chose qui lui permettra de déployer de son côté une architecture compatible avec la mienne facilement? Ou bien est-ce que je dois simplement lui expliquer que j'ai tel web service? Alors, là, on rentre dans le sujet effectivement du déploiement d'une communauté de partenaires. La question, c'est quel niveau d'intrusion ou quel niveau de service va demander votre partenaire. Une grande organisation, généralement, elle ne va pas vouloir d'un bout de composant soft chez elle, elle va plus vouloir comprendre la méthodologie pour se connecter. Alors, est-ce que c'est un web service? Est-ce que c'est un simple serveur HTTP? Est-ce que c'est un serveur HTTP, ainsi de suite? Ou est-ce que c'est des différents protocoles? Maintenant, on a aussi la capacité, pour par exemple les petites organisations qui le voudraient, à déployer un petit composant, un petit exécutable qui va faire des choses simples, du type prendre un fichier dans un répertoire partagé chez un client et qui va envoyer chez nous dans la méthodologie qui a été retenue. Donc ça veut dire, est-ce que ça va être de l'AS2, est-ce que ça va être de l'HTTP sécurisé, est-ce que ça va être... Donc ça c'est à définir, à paramétrer. Dans ce cas-là, ce composant, il est tout simplement pré-packagé pour être déployé facilement chez le partenaire, si possible. Mais donc avec une grande société, on leur envoie une description, voilà, normalement vous pouvez trouver les web services, vous êtes supposé invoquer d'abord celui-ci, ou nous sommes supposés invoquer d'abord le vôtre. C'est une négociation par téléphone. Ce que vous évoquez, c'est le sujet de le côté conversationnel d'une discussion dans le cadre effectivement d'un échange de commandes et d'accusé de réception. Donc là, on rentre purement dans des logiques de B2B où il faut définir effectivement avec un partenaire la conversation qu'on va échanger et sur chaque élément de la conversation, on pose le message, potentiellement l'URL du web service qui est invoqué, ainsi de suite. Et le B2B, on sort un peu du sujet web service puisqu'il y a des logiques de corrélation entre effectivement les messages qui sont envoyés pour valider une commande, une facture, ainsi de suite. Il y a une logique protocolaire qui est un peu qui sort du sujet purement SO. Mais il y a des choses pour ça. Dans notre système d'information, on a énormément de flux entre les systèmes extrêmement variés. Donc la question, c'est on a beaucoup de problèmes pour maîtriser les flux. Donc la question, mais qui sont des flux traditionnels, des échanges de fichiers, qui passent par une série des échanges directs de serveurs d'application, il y en a dans tous les sens. Et donc est-ce que ce genre d'approche, est-ce qu'on dit c'est uniquement pour organiser le déploiement de web service au sens sous Pixabay, les étapes comme vous l'avez présenté, ou est-ce que typiquement on réagit un peu ce système d'information là-dedans et puis après on fait évoluer c'est quoi votre démarche? Les deux, tout simplement pour respecter et plutôt pouvoir s'insérer dans la réalité d'une architecture d'un système d'information telle qu'elle est chez nos clients. Donc ça veut dire que vous avez des web services, vous avez besoin de les orchestrer, on les orchestre. Maintenant, si ce n'est pas des web services, ça ne change pas la mécanique, et c'est ce que j'ai entre guillemets un tout petit peu illustré avec la base de données Oracle, c'est-à-dire dans votre chorégraphie de service, qu'il s'agit derrière de backend, qui soit des mainframes, qui soient un SAP, ou que ça soit directement des web services parce que vous avez déjà des systèmes qui sont en logique web service, c'est la même approche. Vous allez avoir la même approche sur la façon de développer, de concevoir ces enchaînements d'informations. C'est la première chose. Vous allez avoir la même approche dans la façon de loguer, de gérer la tracette
c'est d'avoir exactement la même approche pour gérer les exceptions, tout ce qui touche aux fonctions de qualité de service et aux fonctions d'administration de ces échanges d'informations. On n'a pas une vision où on passe d'un monde, je ne suis pas web service, à un monde, je suis web service. Il se trouve qu'on s'est appliqué à nous-mêmes ces principes SOA, puisqu'on a un repository de service, ainsi de suite, parce qu'on pense qu'il y a des bénéfices et on s'est démontré dans la solution. Maintenant, la réalité d'avoir quelque chose qui n'est que web service ou que JMS, on sait qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas à la réalité de l'information. Donc ça, c'est intégré, ça vient de notre passé dans le monde de l'intégration. Sinon, on était depuis un peu plus de 15 ans dans le monde de l'intégration. Et en 2000, a choisi de s'appliquer ces principes d'architecture de web service pour livrer